La Générale. La Générale. La Générale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition vespérale. C'est la Générale de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter ensemble avec Karine Diegui. Karine, bonsoir. Bonsoir Louis Chabalot. Quelles sont les grandes articulations de ce 19h? Des déchets biomédicaux insérés à l'air libre au centre hospitalier universitaire départemental Borgo, de nombreuses plaintes sont enregistrées dans le rang des riverains de la zone. Ils disent être exposés aux difficultés respiratoires et l'atout que disent les tests en ce qui concerne l'incinération des déchets biomédicaux au sein d'une formation sanitaire. Les précisions sont à suivre. Pendant ce temps, avec le directeur de l'accompagnement technique et du soutien aux petites et moyennes entreprises, on va s'intéresser au rôle de l'agence de développement des petites et moyennes entreprises dans l'accompagnement des entrepreneurs. Et puis, balai des ministres et présidents d'institutions face à la commission budgétaire du Parlement. Plusieurs ont défendu ce lundi le budget au palais des gouverneurs à Porto Novo. Que comprendre de ces différents budgets? L'analyse de Jacques Degbé est à suivre. À suivre également d'autres informations. La nouvelle sportive, c'est à l'échelle continentale et dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale, c'est la charpente de l'édition. Nous sommes mardi 19 novembre de l'an 2024. Bienvenue à tous et voici pour vous le journal. La Générale. Christian Avossetien assure la mise en onde de cette édition. Santé pour ouvrir le journal. Les populations, les habitants bien entendu, dans les environs du centre hospitalier universitaire départemental CHUD Borgo, craignent pour leur santé. Elles disent être exposées à une pratique nocive d'incinération des produits biomédicaux à l'air libre. Il s'agit précisément des populations du quartier Banikani situé dans le 2e arrondissement de Parakou qui disent être confrontées depuis quelques semaines à un double problème de santé et de pollution de l'environnement. À l'origine de cette situation, l'incinération des déchets biomédicaux à l'air libre au CHUD Borgo. Les habitants les plus exposés sont ceux dont les maisons sont situées derrière la clôture. Chaque fois que l'incinération se fait à l'air libre, cela leur crée assez de dommages, notamment des difficultés respiratoires et la toux. Assoumou Inoussa est un habitant du quartier Banikani résidant aux alentours du CHUD Borgo. Il décrit la situation. On n'arrive pas à respirer dans le quartier et même dans nos maisons, là, dans les chambres, fumer là, ça rentre. Et les enfants commencent pas à toucher partout. J'ai appelé la radio 2 fois. Bon, et ils ont dit qu'ils vont faire le déplacement pour venir nous voir. Au moins, on a des preuves. On nous a montré aussi des preuves. Bon, qu'Allah nous aide quand même. C'est à tout moment. Hein. C'est eux qui connaissent leur heure. Des fois, ils mettent ça dans la nuit, des fois dans la journée. Nous, on est là seulement, on les regarde. La fumée envahit toutes les maisons. Vous avez vu les images quand même. Par exemple, hier, ils ont mis ça à 22h moins. On n'a pas pu respirer. Des fois, on ferme les portes, même la fumée rentre dans la chambre. Pour respirer, c'est difficile, sincèrement. L'odeur là d'abord. Et d'un seul coup, tu attends, boum, boum. On ne sait pas si c'est des bouteilles là qui font des trucs. Face à la situation, les habitants disent avoir informé les responsables du centre hospitalier universitaire départemental de Borgo des démarches qui sont restées infructueuses. C'est pourquoi Assoumou Inoussa appelle les responsables du CHUD Borgo à trouver une solution le plus rapidement possible à cette situation. Suivez ses propos. On les voit et ils n'ont pas d'heure. À tout moment, ils peuvent venir mettre le feu là. C'est ça qui nous gêne trop. On a dit bon, ils n'ont qu'à pardonner. Il ne faut pas qu'ils nous tuent encore. Hein? Ils sont là pour sauver nos vies. Il ne faut pas qu'ils nous tuent. C'est tout ce que j'ai à dire. Avant la première, non, on ne connaît pas. Il avait un ancien directeur.
On s'est déplacé dans le quartier pour aller le voir. Il dit bon, que c'est l'appareil là qui avait le problème, comme ça. Et jusqu'à présent, on a patienté et ça continue. Donc si ça continue comme ça, on a dit qu'on va passer par autre moyen. Et puis cela, on est en train de broyer sur ça. Contactés, les responsables du CHUD ont reconnu l'impact négatif de cette pratique. Ils expliquent que le brûlage des déchets biomédicaux à l'air libre a lieu depuis quelques jours en raison du dysfonctionnement de l'incinérateur du centre. Toutefois, la pièce défaillante a été déjà commandée et en attente de livraison. L'article 38 du décret numéro 2002-484 du 15 novembre 2002 portant gestion rationnelle des déchets biomédicaux stipule pourtant que chaque formation sanitaire doit se doter d'un dispositif adéquat d'incinération des déchets biomédicaux. Dans le cas contraire, les établissements ne disposant pas d'incinérateurs doivent signer des contrats avec des structures qui en disposent. En attendant, les habitants des environs du CHUD continuent de souffrir des effets néfastes de cette situation. Intéressons-nous à présent au rôle de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises dans l'accompagnement des entrepreneurs. Il s'agit du guichet unique de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises au Bénin, une agence créée en mars 2022 suite à la dissolution de plus de 7 structures gouvernementales. Aujourd'hui, l'ADPME, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a pour vocation de fédérer l'ensemble des interventions de l'État au profit de ces catégories d'entreprises à travers une offre intégrée. Le rôle primordial de cette structure est axé sur l'orientation des porteurs de projets vers les différents dispositifs qui existent au niveau de l'écosystème entrepreneurial. Mohamed Chabi Lafia, directeur de l'ADPME, se fait plus explicite sur la présentation de cette structure. L'ADPME, à travers ses services financiers et non financiers, accompagne les PME à travers d'abord un diagnostic global qui nous permet d'identifier réellement les besoins de l'entreprise. Et c'est suite à cela maintenant que l'agence, à travers les partenariats que nous avons avec les différentes structures d'appui à l'entrepreneuriat, que nous appelons les SAE, qui prennent en charge maintenant ces PME que nous mettons à leur disposition pour pouvoir les accompagner véritablement sur les différents points d'amélioration. Donc à travers un plan d'accompagnement qui sera déroulé pour impacter ces micro et petites et moyennes entreprises. Mais en tant que guichet unique, l'ADPME a aussi un rôle de coordination de l'ensemble des interventions des différents partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent à travers différents projets et programmes. Donc c'est ce rôle de coordination qui nous permet de nous assurer qu'il y a une cohérence au niveau des différentes interventions des PTF par rapport aux orientations gouvernementales et nous éviter des doublons. L'ADPME a plusieurs points d'intervention. Au nombre de ces points d'intervention, on dénombre la promotion de l'innovation. Dans cette dynamique, des jeunes étudiants porteurs d'idées d'entreprise sont identifiés, bien entendu, et formés sur le développement de l'esprit entrepreneurial. Et bien d'autres actions dont nous parle ici le directeur de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, Mohamed Chabi Lafia, qu'on écoute. Nous avons également un autre pôle qui consiste à développer la compétitivité et la productivité et la compétitivité des entreprises pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché, d'avoir un avantage comparatif et de pouvoir réaliser beaucoup plus de profits. Donc il y a ce pôle-là, mais nous avons également un autre pôle qui s'occupe de la facilitation de l'accès au financement et au marché. Donc c'est vraiment l'une de nos branches d'accompagnement, donc à travers nos différents partenaires financiers et nos différentes structures d'appui à l'entrepreneuriat qui nous accompagnent pour pouvoir faciliter l'accès au marché. Donc nous avons un pôle qui s'occupe du renforcement des capacités des dirigeants des PME. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions identifié près de 200 dirigeants de micro, petites et moyennes entreprises que nous accompagnons sur l'éducation financière à travers une formation. Et cette formation nous permet d'avoir quelques notions et de mettre des outils à leur disposition en termes de, par exemple, de planification budgétaire, des questions de gestion de la trésorerie, des questions liées au financement de leur croissance, en passant par tout ce qui est lié au suivi et justement à l'évaluation de la performance financière de leur entreprise, sans oublier les questions de fiscalité.
On change de registre pour parler justice dans ce 19h. Garantit un accès équitable aux juridictions pour tous les citoyens sans distinction de classe sociale. C'est l'objectif d'un nouvel outil mis sur pied par l'exécutif béninois Karine Diegui. C'est l'une des décisions prises mercredi 23 octobre dernier en Conseil des ministres. Il s'agit de la mise en œuvre de l'aide juridique en prêt public du Bénin. L'adoption de ce décret contribue à prévenir et éviter la discrimination dans l'accès à la justice, dont l'origine pourrait être l'analphabétisme, l'ignorance de ses droits, l'appartenance ethnique, le genre, la religion, le statut social ou économique, un handicap ou toute autre cause. Ainsi, qu'elle soit de conditions modestes ou ayant peu de connaissances de la loi, toute personne pourra désormais faire défendre ses droits par les professionnels de la justice. Chaque Béninois aura donc la possibilité de bénéficier d'une assistance devant les tribunaux et de chercher réparation en cas d'injustice. Mais déjà, qu'entend-on par aide juridique et qu'est-ce qu'elle apporte réellement aux justiciables? Réponse avec Charles Josso, il est juriste consultant. Il faut comprendre par aide juridique ou juridictionnelle ou encore aide judiciaire, une assistance généralement financière que l'État accorde aux justiciables, notamment les justiciables qui ne disposent pas de moyens suffisants pour assurer leur défense devant les instances judiciaires. Qu'est-ce que cela apporte aux justiciables? Il faut dire que cela lui apporte beaucoup de choses. Déjà, quand on parle de la justice, il y a des principes qui gouvernent cette justice. Il y a plusieurs principes, mais il faut dire que l'aide juridique vient en réponse à deux principes fondamentalement. Il s'agit du principe d'accès à la justice pour tous et le principe d'égalité de tous devant la justice. De façon concrète, ce nouvel instrument juridique rend possible pour tout citoyen qui n'en a pas les moyens l'accès aux divers services de l'information et de la consultation juridique concernant notamment les litiges civils, administratifs et d'autres natures, ce qui suppose l'application effective du principe de gratuité du service de la justice. Charles Josso, juriste consultant, explique. Au nom des principes fondamentaux dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a aussi le principe de la gratuité du service de la justice. Mais cette gratuité n'est pas exclusive. Certes, le juge pour vous rendre justice, il ne vous demande rien. Mais il y a quand même des formalités à remplir et ces formalités parfois exigent un minimum. Vous voyez, en dehors de ça, vous pouvez être amené à solliciter les services d'un auxiliaire de justice. Il peut s'agir d'un avocat, il peut s'agir d'un huissier, d'un notaire, ou il peut s'agir d'un expert, vous voyez, dans un domaine précis. Donc tout ça demande également que le justiciable débourse de l'argent. Et si le justiciable n'a pas les moyens, eh bien, cela peut constituer un frein à son droit qu'il a d'agir en justice et à l'égalité qu'on reconnaît donc à chaque citoyen d'agir en justice. Éducation pour poursuivre, c'est le lundi prochain que les élèves des lycées et collèges démarrent les premiers devoirs pour le compte du premier semestre. Et selon les responsables des établissements secondaires, Karine Diegui, le niveau d'exécution des programmes est reluisant et les apprenants seront soumis à des épreuves qui tiennent compte des notions étudiées en classe. C'est le cas par exemple au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Irène Ayenchola est le censeur de cet établissement. Suivez ses précisions. Nous venons de faire environ 2 mois de cours. Donc il y a déjà de subsistance pour pouvoir évaluer les apprenants qui ont démarré effectivement les cours depuis le 16 septembre. Donc, et selon le taux prévu, à la fin de la semaine écoulée, on est déjà à 41,5% d'exécution. Donc c'est vrai, parce qu'il y a de retard, les professeurs programment déjà depuis 2 semaines. Les professeurs qui ont eu d'empêchement ont programmé des séances de rattrapage pour que les enfants puissent composer la même épreuve dans leur promotion. Je peux vous rassurer que tout est déjà prêt. Et ce matin, on a déjà communiqué
Omar, aux plus petits de 6e, 5e. Et quand ils vont démarrer leur composition, cette semaine, c'est une semaine consacrée aux intégrations. C'est au cours de cette semaine que les professeurs vont aider les enfants à intégrer les savoirs pour pouvoir affronter les épreuves avec succès. Pour une semaine de composition sans anicroche, cette dernière évoque que les différents horaires de surveillance des enseignants sont déjà disponibles. Elle profite pour exhorter les apprenants à prendre cette semaine de préparation au sérieux pour pouvoir s'en sortir pendant la semaine prochaine. On va marquer une courte pause avant la suite de cette édition. La générale. Et pour la suite de ce 19h, je reçois Jacques Degbé, déjà installé d'ailleurs. Jacques, bonsoir. Bonsoir Louis Chabalot. On parle de la présentation des budgets sectoriels. Le ballet des ministres et présidents d'institutions se poursuit à l'Assemblée nationale. Plusieurs ont défendu leur budget ce lundi au palais des gouverneurs à Porto Novo. C'est bien cela, ce sont 3 ministres et 2 présidents d'institutions qui ont sacrifié à cette tradition. Ce lundi au palais du peuple, il s'agit de la ministre de l'économie numérique Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, sa collègue du travail et de la fonction publique Adidiatou Matisse, ainsi que le ministre délégué chargé de la défense nationale, Fortuné Alain Nouanti. Quant au président d'institution Dandé Niamou, de la Haute Cour de justice et Sakalafia de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, ont défendu leur budget respectif. Commençons justement par le budget de la Sénat au titre de l'année 2025. Il se lève à un peu plus d'1 milliard, près de 2 milliards, disons, à 1 milliard 806 millions 764 240 francs CFA, près de 2 milliards de francs CFA. Donc ceci conformément au cadre de dépenses à moyen terme communiqué par le ministère de l'économie et des finances. Ce budget est en croissance de 13,45% par rapport au budget 2024, une hausse qui se justifie essentiellement par les préparatifs des élections générales de 2026 qui vont nécessiter, vous le savez, beaucoup de dépenses. C'est près de 2 milliards donc qui sont répartis, ces près de 2 milliards sont répartis en 2 rubriques. Les dépenses du personnel qui sont estimées à 1 milliard 96 millions 314 240 francs CFA, les dépenses en biens et services évaluées à 792 millions 950 000 francs CFA. C'est un budget beaucoup moins élevé qu'a défendu de son côté la présidente de la Haute Cour de justice, seulement 798 millions, près de 800 millions, donc ce qui représente tout de même une progression de 17,70%. Budget 2024 dans les détails, ces 798 millions sont répartis en 3 grands volets. Le volet relatif à l'administration de la Haute Cour de justice qui se taille d'ailleurs la part du Lyon, 687 millions. Les dépenses relatives à la prise en charge des activités diverses de la Haute Cour de justice, 96 millions. Et les dépenses d'acquisition des équipements de la CJ, voilà, évaluées à 18 millions de francs CFA. D'accord, Jacques Degbé. On va poursuivre. Dites-nous, qu'en est-il des budgets des 3 ministres présents ce lundi devant la commission budgétaire du Parlement? Ce sera 29 milliards 39 millions 966 192 francs CFA pour le ministère de l'économie et des finances, contre un peu plus de 24 milliards et non plutôt, ce qui représente 19,29% de taux d'accroissement. Le budget 2025 sera reparti comme suit: dépenses de fonctionnement 9 milliards et dépenses en capital, ce sera près de 20 milliards de francs CFA. Après l'exposé de la ministre Adam Aurélie Soulé-Zoumarou, eh bien, les députés ont apporté des aménagements avec des éléments de recommandation qu'elle entend intégrer. Et selon la ministre, beaucoup de défis et de priorités attendent donc son secteur pour être en cohérence avec les politiques et stratégies de développement. Ce budget 2025, c'est également beaucoup d'autres ministères, 2 ministères qui ont également planché ce lundi. Le budget du ministère du Travail et de la fonction publique s'élève par ailleurs à 7 milliards 995 millions de francs CFA. Et puis pour le portefeuille de la défense, le ministre Alain Fortuné Nouanti a défendu un budget de 118 milliards de francs CFA environ. Ce montant sera consacré à la défense de l'intégrité du territoire national et
la protection du soldat dans sa mission républicaine. Cela peut se comprendre également avec le défi sécuritaire lié aux attaques terroristes. Et vous ajoutez, Jacques Degbé, que bien après ces 5, plusieurs autres ministres et présidents d'institutions vont aussi se donner à l'exercice. Le balai se poursuit en fait, c'est Ulrich Chabalo, les ministres du gouvernement, les présidents d'institutions de la République et autres responsables de structures étatiques. Chacun passera devant la commission budgétaire pour expliquer les tenants et aboutissants de son budget. C'est un exercice traditionnel, classique, qui va donc se poursuivre probablement jusqu'au mois de décembre. Restez collés à Fraternité FM pour suivre la suite de ce balai, de ce passage des autorités devant l'Assemblée nationale. On va poursuivre et cette fois avec les nouvelles sportives. Sport dans ce 19h avec vous, Epiphane Chabi, bonsoir. Bonsoir Louis Chabalo. Cannes 2025, on en parle et c'est normal. Après leur qualification, eh bien, les Guépards sont de retour au Bécaye. Oui, après un vol sans encombre à bord du Sky Vision Airlines, les Guépards sont rentrés au pays ce mardi 19 novembre 2024, accueillis comme de véritables héros. Leur avion a atterri à l'aéroport international de Cotonou autour de 16h, marquant donc la fin de leur voyage depuis Tripoli où ils ont décroché leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. L'équipe nationale a été, chaleureusement reçue par le ministre des Sports et une foule enthousiaste de supporters venir donc saluer cet espoir historique. Un programme festif a été donc déroulé avec un déplacement à la place de l'Amazone où le capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounier, a salué les Béninois pour le soutien qu'ils ont montré à l'égard de l'équipe nationale malgré la distance qui les séparait de Cotonou, de la Côte d'Ivoire et même de Tripoli où ils ont joué les différentes rencontres. On va écouter le capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounier. Au nom de l'équipe, je tiens à vous remercier pour le soutien que vous nous avez accordé pendant toute cette campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique. Même si nous n'étions pas ici à Cotonou, même si nous n'avons pas joué les matchs ici, on a senti le soutien à distance. Et ça nous a fait chaud au cœur. Que ce soit sur les réseaux sociaux, de par les médias, on a senti la chaleur du peuple béninois. Et là aujourd'hui, en venant ici, on la sent encore plus. Et ça nous fait chaud au cœur, vraiment. Vraiment, merci pour ça. Merci. Le capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounier. À sa suite, donc, le ministre des Sports qui était présent donc à cette cérémonie a aussi exprimé sa satisfaction de voir le Bénin participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez fait, bravo à vous les gars, s'est exclamé Benoît Dato qu'on va écouter. Bravo, chers guerriers. Le coach, avant que le dernier match n'ait lieu, j'ai eu le capitaine. Et il m'a laissé un message prémonitoire. Il m'a écrit ceci: nous allons en guerre. Et les conditions dans lesquelles vous avez obtenu cette victoire ou cette qualification nous rendent davantage fiers de vous. Vous l'avez promis, vous l'avez tenu, vous l'avez fait. Le Bénin est de retour à la CAN. Notre première qualification sous les Guépards, ce n'est qu'une suite continue désormais pour nos diverses qualifications. Inch'Allah, nous allons continuer le travail qu'il faut pour y arriver. Le ministre des Sports, Benoît Dato, il faut dire que toujours parlant donc de la Coupe, Guinée s'est fait éliminer tout simplement par la Tanzanie qui l'a battu 1-0. Moi, je retiens que le Bénin est de retour à la CAN. Félicitations aux Guépards. On va poursuivre cette fois avec les nouvelles hors du Bénin. Karine Diagui, page Afrique, législative au Sénégal, le PASTEF revendique 80% des sièges à l'Assemblée nationale. Effectivement, Ulrich Chabalo, le PASTEF revendique avoir décroché 80% des sièges, soit 132 sièges sur les 165 de l'Assemblée nationale. Ces dernières projections du parti se fondent sur les résultats collectés par les représentants des patriotes dans les différents centres de vote du pays. Le parti d'Ousmane Sonko a mis en place sa propre application pour remonter ses résultats des législatives. Il faudra attendre vendredi au plus tard pour la proclamation de l'ensemble des résultats des législatives par le premier président de la Cour d'appel à Dakar. Merci Karine. On devrait Epiphane Chabi et cette fois pour la revue de presse nationale.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Une fois n'est pas coutume, démarrons cette revue par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et cette qualification des Guépas qui retient aujourd'hui plusieurs publications. Kinikini, Gaskiani Info, le pays émergent, Fraternité, le matinal de la Nation 24 au Bénin et bien d'autres publications en parler précisent qu'après avoir loupé les 33e et 34e éditions de la prestigieuse des compétitions africaines, le Bénin sera bel et bien présent au Maroc en 2025. Selon FraternitéFM.bj, il n'y aura pas de 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2025 sans le Bénin. La bande à Guénotro a réussi à briser la malédiction et avec son match nul contre la Libye ce lundi, le Bénin compte ainsi 8 points à égalité de points avec le Rwanda derrière le Nigeria qui a été battu par le Rwanda 1-2, qui compte quand même 11 points dans le groupe des Nations, 24 au Bénin et bien d'autres journaux. Les Guépas sont donc favorisés par le nombre de buts inscrits. Le bilan de ces éliminatoires est donc de 2 défaites, 2 victoires et 2 matchs nuls pour les Guépas et suite à cette qualification qui va longtemps être un sujet de soulagement pour les amoureux de football béninois. Guénotro et ses hommes vont s'apprêter à relever le prochain grand défi, celui de la qualification pour la Coupe du Monde 2026, conclut Fraternité. Et dans la suite de cette revue, les Pharaons, le matinal 24 au Bénin, les 4 vérités et bien d'autres journaux parlent ce matin du procès de Steve Amoussou qui a été reporté au 9 décembre prochain par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le procès de cyberactiviste béninois selon le matinal s'est ouvert ce lundi 18 novembre à la CRIET et lors de cette audience, la défense a soulevé une exception de nullité contestant la légalité de l'arrestation de son client et les avocats de Steve Amoussou ont également demandé sa libération, arguant que les individus responsables de son enlèvement avaient déjà été jugés et condamnés par la même juridiction. De même, selon les 4 vérités, le ministère public a qualifié les exceptions de la défense d'opportunistes et infondées, affirmant que la Cour n'était pas compétente pour statuer sur les conséquences de l'arrestation. Après des échanges entre les parties, le juge a décidé de renvoyer l'affaire au 9 décembre 2024 pour la suite des débats, conclut les publications. Et pendant ce temps et au titre de la gestion 2025, la Commission électorale nationale autonome Sénat a sacrifié à la tradition en élaborant un budget pour son fonctionnement qui s'élève à 1 806 764 240 francs CFA conformément au cadre de dépenses à moyen terme communiqué par le ministre de l'économie et des finances. Il se décompose selon le matinal en 3 grandes rubriques, à savoir les dépenses de personnel estimées à 1 96 millions environ, l'acquisition de biens et services estimés à 792 950 000 francs CFA et les transferts courants estimés à 7 500 000 francs CFA selon la publication. Et devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale ce lundi 18 novembre 2024, le président de la Sénat Sakalafia a apporté beaucoup de clarifications au sujet de la mission de l'institution et de ses besoins. La commission électorale nationale autonome connaît actuellement d'énormes difficultés qui entravent son fonctionnement car elle ne dispose pas d'un budget conséquent qui soit à la hauteur des missions à elle confiées, ce qui affecte sérieusement ses performances, fait savoir la publication. C'est pourquoi pour l'année 2025, la Sénat vient solliciter de crédits additionnels pour un montant de 514 547 000 francs CFA, ceci pour couvrir ses charges, conclut les publications. Et cette interrogation pour poursuivre à présent cette revue, qui bénéficiera de l'aura de Patrice Talon pour 2026, c'est la grosse question que se pose Matin Libre, ceci dans le cadre du choix de dauphin de Patrice Talon pour l'élection présidentielle de 2026, même si au sein de la mouvance présidentielle, personne n'ose s'aventurer publiquement et sereinement là-dessus. Dans ce contexte où le chef de l'État dicte visiblement son propre agenda à toute sa galaxie quant à sa succession au sein de la mouvance, 2 événements politiques à venir pourraient faire éclaircir l'horizon, pense Matin Libre, qui précise qu'en n'instaurant pas décret des postes de ministres conseillers, cette brèche ouverte à Patrice Talon au soir de son second et dernier mandat constitutionnel lui permettra ainsi de désigner des personnalités politiques qui devront épauler les ministres sur des questions politiques liées à leur département ministériel. Et si beaucoup voient cette formule comme des remerciements déguisés, il est évident que sa première mise en œuvre bouleversera l'orthodoxie même de l'équipe gouvernementale actuelle, et ceci faisant a priori appel à un remaniement large ou technique au niveau des ministres du gouvernement. Et dans ce élan, tout converge vers l'idée selon laquelle le chef de l'État profitera de ces 2 faits probables pour lever un coin de voile sur son choix pour 2026. Et si ce choix est un membre actuel de son exécutif, il sera à cet effet appelé à déposer le tablier
multiplier pour mieux faire face à ce challenge présidentiel, pense la publication. Et dans les dernières secondes, le potentiel nous informe qu'un grave accident de la route s'est produit ce mardi 19 novembre 2024 aux premières heures de la matinée dans la commune de Glazoué, précisément dans le village de Tankossi situé dans l'arrondissement de Goumi. Vers 4 heures, ajoute la publication, un véhicule a été impliqué dans un violent accident causant de graves blessures à ses 2 occupants et les victimes, toutes dans un état critique, ont été transportées d'urgence à l'hôpital de zone de Dassazomé pour des soins intensifs. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi de bout en bout. On se reprend demain à 19h, même fréquence, même équipe et même plaisir. C'était la Générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM. Vous l'attendez, vous l'attendez, vous l'attendez, vous l'attendez.